Hello les amis, c'est le 12e épisode de S'entreprendre. On se retrouve encore pour un nouvel épisode. Ça fait trop plaisir d'être là, franchement. Je vous le dis à chaque épisode, mais c'est toujours un réel kiff de faire ce contenu, ces épisodes et ce podcast qui commence à prendre de plus en plus d'assurance. Donc ça fait trop plaisir. Et c'est un bon rituel, un bon moment où j'aime bien me retrouver avec moi-même et avec vous pour vous partager tout ça. 12e épisode, je vous partage la structure qu'on va aborder ensemble, qui est un peu la structure habituelle, qu'on a l'habitude de voir, et qui est la suivante. Actualité de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur la partie perso et pro. Ensuite, les enseignements de la semaine, j'en ai 6 à vous partager aujourd'hui, donc je pense que ce sera un épisode, on verra, on fait des petits pronos, on va faire des petites estimations, mais je pense que ça va durer à peu près 1 heure. On ne devrait pas dépasser 1 heure. Ce qui, je pense, est un bon objectif. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs, trop à rallonge. Aller directement sur le concret, être incisif et ne pas vous faire perdre de temps. Vous qui écoutez sûrement déjà ce podcast en 1,2 peut-être ou en 1,5 si vous êtes des consommateurs de contenu aguerris et que vous aimez bien ça, ou sinon peut-être en 1 parce que vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes bien concentré. Donc vous avez besoin de plus de temps. Enfin bref, cet épisode, je l'enregistre actuellement avec mon ordinateur. Je n'ai pas mon micro, mais j'ai fait mes petits tests juste avant et je crois que le son est vraiment pas mal. Genre, je suis bluffé par le son de mon ordi et ça fait plaisir d'investir dans un bon ordi qui, mine de rien, génère un bon son. Donc ça, c'est trop bien quand on n'a pas de micro. Donc franchement, au top. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et commencer par les actualités de la semaine. Cette semaine, à titre perso, les amis, toujours à Lisbonne, ça bouge pas. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines à peu près que j'y suis. Je vais partir du coup dans 4 jours, 4-5 jours. Donc franchement, trop des bons moments, c'est cool. C'est vraiment le moment pour me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie d'y vivre? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Donc je vais vous en parler juste après. Toujours la course avec le triathlon, donc je m'entraîne beaucoup avec la partie triathlon, mais rien ne bouge spécialement, sauf que j'ai fait un point avec mon coach qui m'a dit que pour l'instant c'est plutôt bien, on était sur un rythme assez chill, c'était pour relancer la machine. Et là, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus corsé. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à courir à des allures qui est l'allure que je vais viser pour ma prochaine course. Je vais faire un 10 km, tout simplement parce que j'ai envie de me tester sur cette distance-là pour voir quel est le temps que je vais pouvoir réaliser. Donc je vais aller chercher la perf là-dessus. Et donc l'allure que je vise, c'est 4,30. Donc on va commencer à courir en 4,30 dans certaines séances. Donc j'ai hâte, ça va faire plaisir. Actualité aussi, c'est prise de décision sur 2 choses. Les vacances, parce que mine de rien, c'est bien d'avoir des vacances, donc savoir où est-ce qu'on va partir avec ma copine, donc ça va faire du bien, même de couper. Je pense qu'on va couper pendant 2 semaines, ça va être trop cool et sûrement, donc là, ça se concrétise et ça va être sûrement un road trip en Italie. On va passer par plusieurs villes qui vont nous faire kiffer. Je les ai plus toutes exactement en tête, mais ce serait Rome, Naples, Heu, Alpha non, ça c'est au Portugal. Mais en gros, il y a toute une côte sur, l'ouest de l'Italie qui est très sympa à faire. Il y a aussi Bari, une petite ville assez cool, donc petit road trip de 2-3 semaines. Donc ça serait l'objectif à partir de, fin juillet, début août. Donc on espère ne pas avoir trop de monde. Et aussi, là, il y a prise de décision est-ce qu'on veut, vivre à Lisbonne ou non? Donc voilà, on a pas mal discuté. Moi, j'ai listé tous les critères qui sont importants pour moi pour aller chercher le bon lieu. Donc je voulais vous les partager parce que c'est important de se poser les bonnes questions de: est-ce que ces choses-là sont validées là où vous êtes? Ou s'il y a peut-être un autre endroit, si vous avez la possibilité de bouger, qui serait plus propice pour vous faire kiffer. Les choses que j'ai listées, les choses les plus importantes pour moi, écosystème entrepreneurial, j'ai pas envie de me couper du monde et aller par exemple en Martinique, c'était une des possibilités. Mais du coup, il y a un écosystème qui est un peu plus, un peu moins présent sur la partie entrepreneuriat et donc Lisbonne coche bien ses cases. Le côté pote social, est-ce que c'est facile de se faire des copains? Est-ce qu'il y en a déjà sur place? Est-ce que, on se sent à l'aise avec les gens qui sont sur place? Donc plutôt oui. Le fait d'avoir de la mer pas trop loin, parce que j'aime bien,
le côté ressourçant de l'eau, de la mer, de l'océan, surtout avec le surf. Le côté nature, j'aime tout ce qui est vert, les grands espaces, etc. Donc souvent une ville un peu compressante comme Paris va pas forcément cocher cette case-là, bien qu'il y ait plein de choses aux alentours qui sont intéressantes, mais malheureusement lorsqu'on est dans le train-train quotidien de Paris, on ne prend pas le temps de relever la tête et aller sur ces espaces. Donc c'est peut-être faute de rigueur ou de découverte. Mais en tout cas, c'est pas le cadre idéal, en tout cas, selon moi, Paris, pour aller voir la nature, bien qu'il y ait des choses intéressantes à côté. Facile pour faire du sport, hyper important pour moi, courir, faire du vélo et de la course, et de la nage, surtout, bon, vous l'avez compris. Euh, Manger un bon japonais, très important. Ça, c'est le petit rituel du dimanche soir, mais un japonais, ça fait toujours plaisir. Donc c'est important d'avoir un bon japonais. Aujourd'hui, c'est pas encore validé à Lisbonne, donc il nous reste encore quelques jours pour manger plein de japonais et voir si c'est bien le bon endroit. Pas trop loin de la France, j'ai pas envie de me retrouver à un endroit où je vais devoir prendre des avions longue distance, etc. Et tout le bilan carbone quand même est hyper important. Bien qu'on voyage quand même pas mal, mais il faut quand même y prendre soin, donc vaut mieux trouver une destination qui est pas trop loin et même avoir la possibilité de rentrer facilement. Un bon espace de travail et le déplacement à pied qui soit faisable et facile. Je pense que c'est la vaccination des transports parisiens, notamment du métro, où j'ai envie vraiment de retrouver ce que j'avais par exemple à Reims quand j'étais en études. On faisait tout à pied, c'était vraiment trop bien. Et donc c'est quand même assez confortable. Donc voilà, je vous invite à vous poser ces questions-là. Quelles sont les choses hyper importantes pour vous en termes d'écosystème de vie ou de travail et vous assurer que vous êtes bien à la bonne place. Et si oui, ou s'il y a juste des choses à améliorer, quelles sont les choses que vous pouvez améliorer. Avant de passer aux actualités pro, je fais la petite intro du podcast que j'ai toujours pas faite. Si vous êtes sur ce podcast et que vous le découvrez, que c'est la première fois que vous écoutez S'entreprendre, et c'est tout simplement un podcast que j'ai créé pour partager mon aventure entrepreneuriale, partager mon aventure aussi personnelle vis-à-vis de tout ce que je vis en termes pro et comment ça impacte ma vie perso. Le côté s'entreprendre est hyper important pour moi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de s'entreprendre soi-même qui est au final soi-même, c'est le plus gros projet qui est le plus important dans notre vie. Et l'idée, c'est d'entreprendre aussi pour les autres dans un but d'aider les gens. Je suis Alexis Bouvet, j'ai créé Gross Hiring avec Hugo et Marilou, donc on est 3 associés. Notre objectif, c'est d'implémenter le growth, les techniques commerciales, marketing et du growth au monde du recrutement. Donc on va aider les recruteurs à être dans les meilleures conditions, découvrir les meilleurs outils, avoir les meilleures méthodes pour aller trouver les meilleurs candidats. Aujourd'hui, on est 25-30 personnes à peu près dans la boîte. On est avec des indépendants. Donc, on travaille beaucoup avec des experts, des indépendants qui travaillent avec nous. Ça fait 3 ans qu'on a monté le projet, 2 ans exactement, que la boîte est créée de manière légale, en gros. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va bientôt clôturer le bilan de cette année parce que nous, nos clôtures se font en juin et on allait chercher moins que ce qu'on voulait parce qu'on a eu beaucoup de changements stratégiques et du coup, ce qui en découle, et c'est intéressant, on en fera un point, je pense, bilan d'année, de fin d'année pour vous montrer toutes les erreurs qu'on a pu faire, tous les succès aussi. Mais on arrive à peu près à un chiffre d'affaires de 700 000 euros sur cette année 2024. Donc ce qui est pas dégueu, ce qui est plutôt propre, moins que ce qu'on voulait, mais qui nous donne aussi pas mal de perspectives pour l'année prochaine, pour tout niquer. On a une communauté de plus de 4000 personnes, on a aidé plus de 70 entreprises maintenant, formé plus de 750 personnes, et on est passionné par le sujet et on essaye de créer une boîte qui est au service de notre vie perso. On arrive à avoir un bon équilibre et ne pas non plus tomber dans un entrepreneuriat qui met en péril notre vie perso. On a besoin d'avoir un bon équilibre et vice-versa, avoir une bonne vie perso avec des beaux projets, des choses qui nous font grandir, qui peut alimenter notre boîte également. Voilà pour le petit pitch d'introduction du podcast pour ceux qui découvrent. Et je continue sur les actualités, sur la partie pro.
il y a eu, quelques petites nouveautés que je vais vous partager juste après ma petite gorgée d'eau. OK, actualité sur la partie pro. Cette semaine, encore une semaine intense, je pense que je vais le dire chaque semaine, mais c'est vraiment le cas et c'est pas facile avec le décalage. Donc il y a 1 heure de décalage. On se retrouve facilement à continuer de taffer parce qu'on a l'habitude à 18h-19h, mais en fait, c'est comme si on travaillait jusqu'à 20h heure France et vite on se retrouve à se cramer sans le faire exprès, sans le vouloir. Donc semaine assez intense, mais ça fait plaisir là ce week-end, c'est plutôt repos. Donc création de contenu, donc j'ai passé la matinée hier, à gratter l'épisode de podcast, ce matin à continuer de relire et de gratter les derniers, les dernières choses que je voulais vous partager et ce matin, créer un peu de contenu. On s'est baladé aussi dans la ville de Lisbonne, un peu pour regarder quels sont les quartiers qui sont intéressants, quelles sont les choses, où on peut se projeter et pour voir si on voulait y vivre. Donc ça a été un peu le sujet d'hier et aujourd'hui, normalement, c'est surf et les amis, ça fait, je pense, ça fait 2 semaines qu'on est là à Lisbonne. J'ai toujours pas fait de surf. Je suis vraiment dégoûté alors que vraiment c'était dans ma tête. Premier jour où je suis arrivé, je me suis dit: «Let's go, tu vas à la plage et tu vas surfer» et j'ai toujours pas réussi. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va le faire et que les conditions seront là. Actualité pro, du coup, semaine intense, posts LinkedIn qui ont pas mal marché, qui ont cartonné. Notamment, j'ai fait des posts sur le témoignage client. Donc, on a fait des interviews vidéo de nos clients qui témoignent de la qualité de nos accompagnements. Donc, ça fait vraiment plaisir. Les gens se sont déplacés, sont venus pour créer ce contenu-là avec nous. Donc, franchement, je les remercie s'ils sont sur ce podcast et qu'ils écoutent. Donc ça a plutôt bien marché. On a généré aussi pas mal de leads grâce à ça. On avait aussi la toolbox qu'on avait envoyée, donc le post a plutôt cartonné, moi de mon côté, parce que en termes de reach, on a réussi à aller chercher 45 000 à peu près ou 50 000. Donc ce qui est pas mal avec 650 commentaires, donc ce qui est plutôt franchement propre et donc on a envoyé des messages après pour partager la toolbox et inviter les gens à rejoindre la communauté pour générer du lead. Il manque un peu de contenu, là je le ressens, top funnel, donc qui parle de mon aventure entrepreneuriale, qui parle du why de Gross Hiring et cetera, donc ça je pense que c'est ce qui va ce qui va guider ma réflexion et mes contenus là sur les prochaines semaines pour en avoir en complément de ces posts LinkedIn là qui marchent plutôt bien. Mais voilà, c'est des posts que j'ai pas encore et là je commence à bombarder franchement sur mon rythme de publication où on est à 4-5 posts par semaine et franchement je vois les résultats, beaucoup de reach, beaucoup d'abonnés en plus, donc franchement il y a pas de secret, hein, la loi des grands nombres, ça marche. Événement cette semaine où je suis allé faire un aller-retour en France. Franchement, honte à moi, c'est horrible. J'ai pris un avion pour faire un aller-retour sur une journée. Franchement, c'était horrible en termes de prise de conscience écologique. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça». Malheureusement, je m'étais engagé à participer à cet événement. J'avais pas vu que c'était sur mon voyage à Lisbonne et du coup, je pouvais pas du tout annuler parce qu'on avait déjà communiqué dessus. Je m'étais engagé, il fallait qu'il retrouve quelqu'un d'autre, c'était une galère. Du coup, je l'ai fait, j'ai fait l'aller-retour. Ça me permet aussi d'avoir cette expérience que certains, entrepreneurs, vivent au quotidien, de faire des allers-retours comme ça dans la journée. Je me suis rendu compte, que c'est cool pour ton ego parce que ça flatte un peu ton ego. Tu te dis: «OK, je suis dans cette dimension» et mine de rien, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas du tout faire ça. C'est, horrible donc grosse, culpabilisation écologique et je me suis promis de pas refaire ça donc voilà, en tout cas de dire non la prochaine fois. Mais j'ai quand même bien fait de dire oui parce que c'était un très bel événement. Il y avait une dizaine d'experts dans le monde du recrutement. On a parlé marque employeur, expérience candidat, Recops. Voilà, il y a plein de sujets qui sont sortis qui peut-être vous parlent pas si vous n'êtes pas dans le monde du recrutement. En tout cas, nous qui nous parlent pas mal et qui sont assez alignés avec notre vision du futur du recrutement. Donc hyper cool d'y participer. C'était une journée complète où il y avait que du live. Donc les 10 intervenants sont passés dans la journée et c'était vraiment une qualité de Netflix. La production était incroyable. Il y avait une régie avec, je sais pas, une dizaine de personnes. J'avais jamais été sur un tournage aussi conséquent. Il y avait des moyens, donc c'était très cool.
et très bonne ambiance, très bien accueilli. Donc encore merci aux organisateurs, à Talent qui, nous ont invités. Et finalement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Actualité, oui, cette semaine, là, on a posé la vision, on a fait les ateliers, donc je ne vais pas vous en parler maintenant du résultat parce que c'est encore en construction, mais c'est sur la bonne voie. Donc chacun a pu gratter son petit atelier sur la vision avec plein de questions qu'on avait listées, chacun auxquelles il fallait répondre. Et demain, donc lundi, j'ai pas heu, ma montre, donc lundi 24, demain, donc aujourd'hui on est dimanche 23 juin. On a un point avec notre coach business qui s'appelle Rémi Rivas, qui nous accompagne depuis le début, mais qui suit à chaque étape clé de Grosse Avenue, un peu l'évolution. Donc on a un point avec lui qui va nous aider à recadrer. Évidemment, il ne faut pas espérer des gens qui nous donnent la bonne réponse à chaque fois. Il faut qu'on arrive à penser par nous-mêmes, évidemment. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un point de vue extérieur, de synthétiser aussi toutes les données qu'on a pu récolter depuis ces 3 derniers mois, ce plan de 90 jours qui arrive à la fin, vu qu'on arrive à la fin de juin, et de synthétiser ça et de savoir quelle est la bonne direction dans laquelle on va. Bon les amis, c'est pas mal, une intro de 16 minutes sur les actualités, c'est déjà beaucoup. J'espère que ça vous fait pas trop chier et qu'on va, sans plus attendre du coup, passer sur la partie enseignement, qui est peut-être celle qui vous intéresse le plus, bien que je trouve que les actualités de la semaine donnent, pas mal d'enseignements qui sont un peu cachés, que, je vous laisse, vous approprier, évidemment. Les gros enseignements de la semaine qu'on va voir, je vous les liste. Première chose, dire les choses dures est toujours plus facile que ce que l'on croit. Deuxième, prendre soin de ses piliers est le plus important et soi-même, donc le pilier soi-même, la confiance en soi est le plus important. Déterminer l'output pour pouvoir avoir le bon input. 1% de progression chaque semaine peut créer un énorme écart. Soigner le 100% est, dans certains cas, indispensable et dans d'autres, pas nécessaire. Et 20% doit être dédié à la création et 80% à la diffusion. Voilà, ça nous fait un beau programme. J'essaie d'être synthétique, aller droit au but, qu'on soit efficace et que vous puissiez en tirer un maximum de valeur. Pareil, à chaque fois, tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à le mettre dans votre prisme, à quel point ça s'applique pour vous. L'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble, d'aller élever les réflexions, de vous amener dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Et même moi, en fait, en faisant cet exercice, je m'amène à des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller. Et je trouve que ça me donne une vision différente sur le business qui est quand même intéressante. Donc voilà, je vous invite vraiment à creuser vos sujets grâce à ces réflexions. Je prends une gorgée et puis on est parti pour le premier enseignement. Ok. Donc premier enseignement les amis, dire les choses dures est plus facile que ce que l'on croit. En gros, il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut ne pas vouloir dire les choses. Une personne qui taffe avec vous, je ne sais pas si vous avez des employés ou si vous avez des freelances, un taf qui est mal effectué, de temps en temps, ça va pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois et on laisse couler. En tout cas, je ne sais pas quel type de personne vous êtes, mais en tout cas, moi, je suis dans une personnalité où je me dis: «Bon, ça va s'améliorer» et j'ai espoir que ça s'améliore, entre guillemets, «tout seul». Une chose, par exemple, vous dérange chez, un collaborateur, chez votre associé, par exemple, aussi pareil, on laisse couler, on espère que ça va s'arranger et pareil dans j'ai un exemple de rupture, pas de rupture, mais de relation amoureuse, il y a des choses qui vont peut-être pas aller, qu'on va accumuler et on se dit: «Ça va passer» et en fait, moi, j'avais l'habitude de faire ça en me disant que, ça va passer, j'accumule les choses et après, on se rend compte que, les choses ne s'améliorent pas et donc on arrive à un moment qui est un peu trop tard. Ou en tout cas, on aurait pu passer à l'action avant et dire les choses de manière franche, honnête, plus tôt. Et du coup, je me suis posé la question: «Mais pourquoi on n'en parle pas avant?» Pourquoi en fait, typiquement moi je suis un trait de caractère où je vais plus, attendre en essayant que ça s'améliore. Pourquoi je vais laisser les choses s'accumuler? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 raisons à ça. La première, c'est, qu'on se dit: «Ça va passer tout seul» et le deuxième, et je pense que c'est la plus importante à aller chercher,
c'est le courage. Je pense que c'est vraiment une notion de courage, avoir le courage de dire les choses et d'avoir la discussion. Parce que cette discussion où on va parler, à la personne qui taffe avec nous, qui rend des projets, ou la personne qu'on aime, avoir le courage d'avoir cette discussion-là, c'est pas facile parce que ça nous met dans une situation qui est, qui est pas agréable. On sort un peu de sa zone de confort, on va dire des choses de manière franche, on sait pas comment ça va être reçu par la personne en face et c'est vraiment un mood qui est plus tendu qu'un mood, chill, sympathique et qui va de l'avant. Mais pourtant, selon moi, c'est vraiment essentiel d'avoir ces discussions-là et souvent, c'est le manque de courage ou en tout cas la peur de la difficulté qui nous qui nous évite d'aller chercher cette discussion. Et donc, selon moi, en gros, les enseignements que je tire de ça, pour moi, il faut justement cadrer les limites et s'en servir de trigger. En fait, par exemple, imaginons qu'une personne qui travaille avec vous, un freelance par exemple ou un employé, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le travail au quotidien. Dites-vous peut-être que au bout de la deuxième fois où ça va pas, là, il faut que j'enclenche la discussion et que vous ayez un trigger qui vous dit: «Là, il faut qu'on en parle». Parce que souvent, on va pas avoir ce trigger-là ou ce déclencheur-là, en tout cas, on n'aura pas mis ce cadre, des limites qu'il faut pas dépasser et du coup, on se laisse déborder et le truc va s'accumuler. Pour moi, il faut avoir les discussions le plus tôt possible parce que ça permet d'enlever, toute la frustration qui peut s'accumuler et surtout, c'est peut-être une situation qui va être désagréable sur le court terme. Effectivement, à l'instant T, c'est un peu dur, mais c'est pour le mieux, pour le long terme. Donc selon moi, il faut être, sincère, du coup, dire les choses et avec la bonne forme évidemment pour pas qu'on puisse frustrer des gens ou froisser les gens aussi. Il faut bien l'amener évidemment, il faut pas aller directement de manière brutale. Et donc il y a des exemples concrets, des métaphores qu'on peut avoir que je vous ai, listées. Mais la métaphore qu'on utilise le plus souvent et où souvent on ne met pas de signification derrière, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tout simplement. Et en fait, cette métaphore-là, on se rend compte que ces gouttes d'eau, elles s'accumulent jusqu'à un moment où ça déborde. Et en fait, lorsque ça déborde, c'est déjà trop tard, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis la limite plus tôt. Et donc, imaginez ce vase-là avec des unités de mesure, comme on pouvait avoir en physique avec, je crois que ça s'appelait le Erlenmeyer. Et bah, ces unités-là, il faut en mettre par exemple au un quart du vase et se dire, dès on atteint ce un quart du vase et bah, là, on déclenche la discussion et on n'attend pas que ça déborde. Donc c'est vraiment votre responsabilité aussi à vous-même. Si les choses s'accumulent, c'est pas la faute de la personne en face, c'est aussi votre responsabilité de ne pas avoir eu la discussion avant. Autre métaphore qu'on peut utiliser, c'est par exemple le fait d'avoir des incendies. Lorsqu'il y a un incendie, par exemple, dans une forêt, si vous avez plusieurs petits incendies, vaut mieux les éteindre tout de suite que laisser s'accumuler un énorme incendie qui va prendre, beaucoup plus d'ampleur, qui va être plus dur aussi à éteindre. Et cette métaphore de l'incendie, je trouve qu'elle révèle aussi quelque chose de complémentaire qui est que la chose qui va pas ou les mauvaises habitudes qui sont prises par la personne en face, sont plus dures à enlever si on attend la discussion, parce que la personne se sera habituée à ces mauvaises habitudes et donc ce feu est plus compliqué à éteindre. Donc en fait, il se propage, de manière, drastique et du coup compliqué à éteindre, de manière facile. Voilà pour le premier enseignement. Deuxième enseignement, prenons soin de nos piliers et de la relation qu'on a avec eux et que ces piliers ont entre eux. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais je pense que vous avez dû lire les livres, par exemple, La semaine de 4 heures, où on parle justement de ces piliers hyper importants dans la vie et on le remarque, nous, je pense, dans notre quotidien, qu'il y a certains piliers fondateurs qui font que, on est heureux, on arrive à avoir une stabilité dans le quotidien. Les différents piliers, j'en ai listé 11 qui sont selon moi les plus importants. Le premier, c'est l'amour. L'amour qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres personnes ou la relation amoureuse qu'on va pouvoir avoir. La famille, les amis, le travail, la santé,
l'alimentation, le sommeil, le sport, la localisation, la spiritualité et le dernier, la confiance en soi. Tous ces piliers-là, selon moi, sont hyper importants pour vous rendre heureux ou avoir une bonne stabilité ou en tout cas détecter les choses qu'il faut améliorer. On peut prendre comme exemple, soit on parle de piliers, mais je trouve que c'est un bon exemple, les piliers fondatrices d'une maison. Et je pense qu'il faut voir ces piliers pas forcément de manière, sur une seule ligne, mais plutôt des piliers qui sont, imaginons en rond et qui fondent une maison qui va être en rond. On va l'imaginer comme ça et se dire qu'un pilier qui vacille un peu, tu vois, qui est moins en bon état et qui est un peu plus faible en ce moment. Imaginons qu'on prenne le pilier, je dis n'importe quoi, du sommeil. Et ben le sommeil, il va pouvoir impacter d'autres piliers qui sont par exemple, les relations, le travail, et cetera, et cetera. Donc en fait, ces piliers, il faut les voir aussi, heu, il faut les voir individuellement et les améliorer individuellement, mais il faut voir qu'ils ont un impact sur d'autres piliers et que c'est important de le prendre en compte. Du coup, les questions qu'on peut se poser, c'est à quel point ces piliers déjà sont importants pour chacun d'entre nous. Ça se trouve, il y a des personnes qui vont privilégier la famille, les amis, l'amour au travail, à la santé. Il y en a d'autres qui vont faire l'inverse. À quel point ils ont de l'importance aussi entre eux et à quel point ils sont liés. À quel point ils peuvent faire écrouler d'autres piliers et quels sont ceux qui sont vraiment les fondations de votre être et qui sont hyper importants de prendre soin. Et quels sont ceux qui sont fragiles, on va dire, en ce moment et auxquels il faut faire attention et qu'il faut, rénover, si on reprend l'exemple de la maison. Et moi, la conclusion que je tire un peu de tout ça, c'est que je me rends compte qu'il y a un pilier qui est hyper, hyper important et qui est, selon moi, est celui qui peut vraiment faire écrouler tous les autres piliers. Et c'est le dernier que j'ai cité, c'est le pilier de la confiance en soi. La confiance en soi, selon moi, c'est celle qui va vous donner la motivation, l'essence de pouvoir déplacer des montagnes, de pouvoir, taffer, de pouvoir, être à l'aise avec soi-même et se dire: «Bah, là, je vais me coucher», de pouvoir aller faire du sport. En fait, c'est toute l'autodiscipline ou le fait qu'on prenne soin de soi, qu'on s'aime soi-même pour mettre en place, justement, les bonnes fondations de sa maison. Donc selon moi, le pilier de la confiance en soi, c'est celui qui peut être facilement aussi impacté. Imaginons que vous avez une rupture amoureuse, que vos potes, sont plus là, que vous partez loin de votre famille, hem, que vous arrivez pas dans le taf, que votre santé se dégrade. Voilà, toutes ces choses-là vont impacter votre confiance en soi, en vous et du coup vont de manière, tel un cercle, pas vertueux, mais du coup un cercle vicieux, vont alimenter le fait que ces piliers-là vont se dégrader aussi potentiellement. Parce que ces piliers-là ont besoin de cette confiance en soi pour améliorer les relations, améliorer votre santé, améliorer votre rigueur sur le sport, voilà, prendre soin de vous. Selon moi, le travail qu'on peut faire, du coup, pareil, hein, je partage mes réflexions, j'ai pas de vérité absolue. Mon but, c'est de partager les réflexions du moment. Je suis pas un sachant, je n'ai pas une vérité, pure, mais c'est plus vous partager mes raisonnements. Ça se trouve, je reviendrai dessus dans quelques mois et je vous dirai: «Bah, ce que j'ai dit, c'était totalement de la merde, il fallait pas du tout l'écouter». Mais c'est plutôt, voilà, réfléchir ensemble à comment vous pouvez, vous-même, prendre conscience de ces piliers. Selon le travail à faire, ça serait de lister l'ensemble de vos piliers. Est-ce que ce sont ceux que j'ai énoncés, donc les 11, si je les répète pour vous les redonner: l'amour, la famille, les amis, le travail, la santé, l'alimentation, le sommeil, le sport, la localisation, la spiritualité et la confiance en soi. Est-ce que ce sont les mêmes piliers? Est-ce que, vous avez des piliers justement qui sont, peut-être plus importants, que d'autres? Moi, j'ai fait le travail, par exemple, ça va être l'amour, les amis, le travail, la santé et le sport. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Évidemment, la confiance en soi qui est le pilier, numéro 1, qui est celui, auquel je dois prendre soin. Voir justement la priorisation que vous devez mettre par rapport à ces piliers-là. Est-ce qu'il y en a qui sont, plus importants que d'autres et auxquels il faut,
prendre plus soin, mettre une note de leur état actuel et du coup de lister et de vous mettre une note très subjective. Est-ce que vous sentez que votre pilier famille est à 5 sur 5? Ou est-ce qu'il est à 4 sur 5? Et est-ce que ça vous va? Et ça se peut qu'il y a certaines personnes qui ont pas eu, qui ont un rapport à la famille qui est différent. Il y a des personnes qui sont très proches de leur famille, qui vont passer tous les week-ends, avec eux, qui vont les appeler toutes les semaines parce que ce sont des piliers fondateurs de leur éducation et c'est hyper important. Et d'autres personnes qui se sont détachées aussi du côté familial, soit situation familiale, d'enfance ou soit parce qu'ils ont eu la volonté de, faire leur chemin et avoir leurs propres convictions sur le monde et du coup, ils ont eu besoin de se détacher de leur famille. Donc moi, ça a été mon cas, j'ai eu besoin de me détacher de mon aspect familial pour vraiment me construire mes propres convictions sur le monde et pas être influencé par mon éducation et mon enfance. Et donc ça me fait un rapport à la famille qui est très, qui est, moins, on va dire, d'un point de vue extérieur, moins, prenant et donc me demande moins de temps, mais pourtant tout aussi hyper important pour moi. Donc après, c'est le bon équilibre, à quel point il faut aller voir du coup ses proches, à quel point il faut les appeler et donc ça, c'est à chacun de déterminer ça. Et finalement, lister les actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer l'ensemble de ces piliers et améliorer cette note. Quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place? Imaginons que le taf, je suis à 2 sur 5. Quelles sont les choses que je vais pouvoir mettre en place pour être plus heureux dans mon taf? Pour être plus aligné avec ce que je fais? Donc conclusion, l'idée c'est de prendre soin de nous. Le plus important selon moi, c'est la confiance en soi. Donc prenez soin de vous. C'est le plus important parce que c'est le pilier fondateur, on va dire, de, de la fondation. Voilà, c'est le pilier le plus important. Imaginons qu'on reprenne un exemple de notre maison qui est avec des piliers qui sont en rond. Pour moi, la confiance en soi est vraiment celui du milieu, qui est au milieu de tout et qui peut faire basculer tout le reste. Donc prenez soin de vous et rappelez-vous que chaque pilier s'auto-alimente. Donc comment faire en sorte de bien mettre en place les bonnes actions pour améliorer ces piliers et qu'ils alimentent de manière positive les autres. Troisième enseignement, déterminer l'output pour avoir le bon input. Alors pourquoi je dis ça déjà? Output et input, qu'est-ce que ça veut dire? Output, ça va être le livrable. Quelle est la finalité de, par exemple, si on prend une réunion, quelle est la finalité de cette réunion, avec quoi on veut ressortir? Et l'input, ça va être quels sont les éléments, au début de la réunion qui sont importants pour aller chercher le résultat qu'on veut obtenir justement de cette réunion. Donc output, on va dire, c'est le résultat. Input, ce sont les, informations, ou les données, dont on a besoin. Le constat que j'ai fait globalement, c'est que j'ai l'impression qu'on a trop tendance à aller, en réunion ou aller chercher des projets ou mettre en place des actions sans objectif ou en tout cas sans se demander quel est l'output qu'on veut derrière. On va pas passer assez de temps à déterminer justement ce livrable et se dire: «J'aimerais ressortir avec tel contenu, telle réponse à telle question» et cetera et cetera. Et c'est un peu comme si vous vous baladiez dans une ville. Donc vous vous baladez dans la ville et il y a 2 schémas de balade possibles. Je vais y arriver. Il y a 2 schémas de balade possibles. La première balade possible, vous avez la balade sans objectif et donc là, vous allez vous balader, naviguer de rue en rue, vous allez avoir des décisions très intuitives aussi. Vous allez dire: «Ah là, c'est plutôt sympa, je vais y aller là-bas. Oh là, ça a l'air sympa aussi. Hop, je vais me balader dans cette rue». Et donc, il n'y a pas vraiment de destination, donc on va mettre plus de temps et on va flâner un peu à droite à gauche. Ce qui est OK et il faut avoir des balades qui sont sans objectif, sans intention. Ou en tout cas, la seule intention est de se balader. Deuxième type de balade, vous avez une balade où vous allez aller chercher un objectif. Vous avez une destination, vous voulez aller jusqu'à ce point. Et pour aller à ce point-là, il faut passer par la rue 1, puis après la 2, la 3 et la 4, et vous y êtes. Et donc, lorsqu'on a justement ce plan avec un output, donc une destination où je veux arriver là-bas,
Et ben, il va falloir un input qui va être hyper important de déterminer, qui est le plan d'action pour arriver à cette destination. Les éléments que je vais avoir, du coup, bah, ça va être mon téléphone, je vais aller chercher Google Maps, je vais mettre la destination, je vais voir que je vais passer par telle rue, telle rue, telle rue, et je vais me faire guider par Google Maps, par exemple. Et de temps en temps, il faut, selon moi, dans le quotidien, il faut savoir du coup, avoir les balades, on va dire tranquilles et flâner et ne pas avoir d'intention dans les choses et souvent c'est quand on est hors du taf selon moi, c'est le moment où on va libérer son esprit, libérer sa créativité, aller découvrir d'autres choses et ne pas se mettre des œillères justement sur son parcours et sur le trajet de sa destination parce que, bah, si on fait tout le temps ça, bah, on vit tout le temps avec de l'intention et des attentes, on va dire, qu'on va se mettre. Et donc ça permet de libérer son esprit. Par contre, il y a certains moments et je pense que beaucoup de moments dans le taf, on va trop se en tout cas dans l'entrepreneuriat, on va trop se mettre des on va facilement flâner, mais en tout cas, c'est très dur. Il y a pas de mode d'emploi pour l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est de l'empirique, c'est tester les choses, c'est expérimenter et donc on va trop souvent, se retrouver dans des moments où on va flâner ou en tout cas, on va être dans la mauvaise direction, on va pas avoir le bon plan. Et donc la question que je voulais me poser, c'était plutôt, bah, comment on va pouvoir changer cet état d'esprit pour qu'on aille à chaque fois dans la bonne direction et maximiser l'impact et aller chercher du résultat. Du coup, selon moi, il faut qu'on arrive à bien déterminer l'output, quels sont les livrables qu'on attend, et qui va nous permettre de déterminer l'input, du coup, et quelles sont les choses dont on a besoin. Avec quoi on veut ressortir, c'est quoi le livrable, et savoir ce dont on a besoin pour y arriver. Les exemples qu'on a cités, donc la réunion, s'y prête hyper bien. La plupart du temps, je ne sais pas si ça vous arrive d'aller en réunion et de vous dire: «Ah ouais, effectivement, on a vu, on n'avait pas déterminé l'ordre du jour, on ne savait pas quel était l'objectif de la réunion. On arrive dans la réunion, on ne sait pas quoi se dire ou quoi faire et en fait, ça divague un peu au bon sens, au bon vouloir des participants et donc on n'arrive pas du tout à un truc qui est un peu, bah, qui est concret et surtout on arrive sur un truc qui peut être assez frustrant même pour les équipes. Un projet, imaginons qu'on a un projet et le résultat attendu n'a pas été clair. Du coup, on ne sait pas quelles ont été les ressources dont on a eu besoin. Je prends un autre exemple. Là, on est en train de travailler sur une base de données avec Stan. Donc Stan, c'est un freelance, un indépendant qui travaille avec nous et qui nous aide sur la partie produit. D'ailleurs, gros big up à lui parce qu'il fait du très, très bon taf. Il habite à Montréal et ça fait plaisir d'avoir un gars comme lui. Et on s'est rendu compte, pour alimenter notre roadmap produit, pour s'assurer que l'ensemble des feedbacks des apprenants et des participants puissent être utilisés pour, bah, améliorer la roadmap, diffuser du contenu marketing ou améliorer notre offre, eh bien, il fallait qu'on arrive à bien récolter cette data et surtout bien la traiter. Et donc, on a tous les outputs, on sait ce dont on a besoin à la fin, mais par contre, et pas par contre, mais du coup, on va bien déterminer les entrées de données qu'on va utiliser pour aller chercher ce résultat-là. Donc on va savoir l'ensemble des questions qu'on va devoir poser aux apprenants, l'ensemble des informations, où est-ce qu'on va les stocker. Donc on a tout mis dans une base Airtable, quelles sont les corrélations qu'on va devoir faire. Et donc on arrive à avoir une data qui est solide, un input qui est bon, qui va nous permettre d'alimenter notre output qu'on aura bien déterminé. Donc selon moi, faut en tout cas, là, le truc qui m'aide depuis ces 2-3 dernières semaines, c'est changer mon état d'esprit à chaque chose que l'on met en place, que chaque intention que vous avez, chaque action que vous faites, réfléchir au pourquoi. Pourquoi on met ça en place? Quel est le résultat attendu? Et quels sont les éléments dont j'ai besoin? Quel est l'input qui va me servir à atteindre ce résultat? Quatrième enseignement les amis, 1 de progression chaque semaine peut créer d'énormes écarts. Je pense que vous voyez, si on prend un graphe très visuellement, que si une personne fait 1 d'une action, par exemple 1 de sport en plus chaque semaine qu'une autre personne, et bah, sa courbe elle va être exponentielle ou en tout cas elle va progresser énormément par rapport à une personne qui stagne, qui est sur cette même courbe ou à l'inverse, qui fait, -1 sur cette courbe-là
et donc qui va, totalement à l'inverse et en fait, à la fin, lorsqu'on prend cette temporalité, imaginons sur un an, on a un énorme écart qui est créé, par rapport à d'autres. Donc le but, c'est pas de se comparer et de se dire: «Je veux absolument être meilleur que les autres» ou créer des gros écarts avec les personnes, avec qui je travaille ou quoi, c'est pas du tout le but, mais c'est de se dire que si vous êtes consistant dans un exercice et sur une discipline de manière, pendant très, très longtemps, bah, ça vous permettra d'avoir un avantage concurrentiel énorme, soit par rapport à votre marché, soit par rapport à vos concurrents ou soit en termes d'expertise par rapport à d'autres personnes. Le constat qu'on peut faire, c'est que, bah, il y a plein de personnes qui sont meilleures que vous ou vous, vous êtes peut-être meilleur que d'autres personnes sur des disciplines, hem, que vous avez l'habitude de faire. Si je prends par exemple mon exemple, les exemples là où je suis, bon, où j'ai l'habitude de mettre de l'effort, en tout cas où je veux travailler ce 1 et qui est important pour moi et c'est peut-être aussi ça de se demander, en prenant de la hauteur, quelles sont les disciplines ou quels sont les domaines où je vais investir ce 1 en plus? Et regardez si dans votre quotidien ou dans les actions que vous faites tous les jours, ça se retranscrit bien et vous investissez le bonne énergie ou le bon temps dans ces actions et allez chercher ce 1 en plus. De mon côté, ce qui est hyper important pour moi maintenant, là, depuis, 4-5 mois, c'est le sport. Donc je sais qu'investir 1 en plus, donc chaque jour je fais du sport ou chaque semaine, j'ai ma charge de travail sportive qui est, réalisée. Je sais que ça va améliorer ma condition physique et la condition physique, si vous regardez, si vous avez Strava Premium, je vous invite, pour tous ceux qui ont Strava, à utiliser le premium, ça vaut vraiment le coup et bah, votre condition physique va faire qu'augmenter parce que vous avez augmenté votre charge de travail et que vous avez aussi un niveau de fatigue qui est plutôt bon. Bon bref, c'est un calcul, qui est fait. Bref, c'est un rapport entre, la fatigue et la charge de travail, mais globalement, vous avez une courbe qui va être ascendante. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Le podcast, par exemple, ce que je suis en train de faire là, moi, c'est le 1 que je travaille chaque semaine. Chaque semaine, je vais poser mes pensées, poser ma réflexion, vous la partager de manière orale. Au début, j'aimais pas du tout ça, prendre la parole. J'étais pas du tout une personne qui prenait la parole dans mes groupes d'amis, je suis plus une personne d'écoute. Mais du coup, il y a beaucoup de choses que je processe dans ma tête que je ne partage pas. Et donc, le podcast est l'endroit idéal où je peux justement exprimer mes pensées, tout mettre à plat et le partager en apportant de la valeur à des personnes qui croient justement à ce type de ce type de contenu, ce type d'entrepreneuriat, cette introspection pour être, encore meilleur et donc ça me fait réellement plaisir. Structurer ma pensée, donc c'est ce que je fais en faisant les podcasts et aussi en faisant du contenu sur LinkedIn, la lecture, par exemple, la méditation. Voilà, c'est des domaines dans lesquels j'ai envie d'investir ce 1 en plus, en tout cas de m'améliorer de 1 en plus à chaque fois. Il y a certains domaines où je suis pas bon, où je sais que j'ai une faiblesse par rapport à d'autres, ou même je pars avec des points négatifs. Je prends un exemple, l'actualité. L'actualité, c'est quelque chose, j'ai vraiment du mal à suivre personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'actualité que je consomme ou que je pourrais consommer, soit via les réseaux sociaux, via les news, Google Actualité, via la télé, et bah, c'est pas des choses qui vont me faire, progresser en termes d'état d'esprit. En tout cas, j'ai peur que ça me mette plutôt dans du négatif ou même une vision négative des choses. Par contre, c'est une vision réelle des choses. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai pas du tout d'informations, je sais pas ce qui se passe et donc là, c'est à moi d'aller chercher ce 1 en plus, sur cette partie actualité, mais d'une manière différente ou en tout cas bien trier mon contenu ou aller demander aux gens qui suivent l'actualité quelles sont les top actualités de cette semaine et ne pas me faire bombarder du coup par, plein de sujets qui sont pas du tout bons pour moi, en tout cas néfastes et qui vont impacter mon état d'esprit. Mais voilà, il faut aussi avoir conscience de ses faiblesses, être à l'aise à ne pas les travailler. Donc faut voir, hein, sauf si vous êtes pas à l'aise et moi je sais l'actualité, je voulais pas les travailler et là je commence à me dire, «Il faut quand même que tu mettes le nez dedans parce que c'est important». C'est des sujets structurants, sociétaux et cetera, donc c'est quand même important. Mais je sais que je suis pas le meilleur là-dessus et est-ce que je suis prêt aujourd'hui à investir énormément de temps pour regarder toutes les actualités? Non, aujourd'hui, je suis pas prêt, je préfère améliorer les 1 des autres disciplines. Ce 1 c'est un coach, de basket qui avait fait ça, je sais plus exactement comment il s'appelle.
Mais l'histoire, en fait, c'est ce coach, il était arrivé dans une équipe qui avait, perdu plein de matchs et cetera. La saison, elle était pas bonne et il est arrivé dans cette équipe et il a tout simplement dit: «On va améliorer 1 de, chaque entraînement, on va améliorer 1 d'un skills de basketteur qui est indispensable». Donc on va améliorer, par exemple, le tir et pendant, je dis n'importe quoi, pendant une séance, on va faire que du tir. On va améliorer le 1 du tir. Ensuite, deuxième séance, on va faire que de la course. On va améliorer la course et en fait, il avait des piliers comme ça hyper importants qui est, selon lui, les caractéristiques d'une bonne équipe de basket et surtout qui capitalisait sur les forces de ses joueurs et en fait, en améliorant à chaque fois le 1 il devenait 1 meilleur que d'autres équipes qui travaillaient un peu tout, mais de manière, moins chirurgicale ou en tout cas moins, scientifique. Et au final, vous imaginez bien la fin, cette équipe, elle a gagné toute la saison, ils ont réussi à gagner tous les matchs et en fait, ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient être meilleurs en améliorant ce 1. Donc finalement, moi, j'invite aussi à réfléchir à quelles sont ces thématiques qui sont hyper importantes pour vous et que vous voulez améliorer et la conclusion pour moi, c'est, bien déterminer ces domaines-là. Vous voulez investir du temps et aller chercher le 1 et surtout, aller chercher des effets cumulés. En fait, c'est ça aussi le 1 de, création de contenu. Imaginons qu'on prenne la création de contenu et je sais qu'aujourd'hui, avoir capitalisé, avoir fait un podcast pendant 2 ans sur conseil de growth, où j'avais interviewé plein de gens de l'écosystème, growth hacking et du coup fait à peu près plus de 100 épisodes. Ça m'a permis du coup d'améliorer mon aisance à l'oral, d'améliorer la création d'un podcast. Donc là, j'ai lancé un deuxième podcast, mais en quelques semaines. Donc les barrières limitantes étaient très faibles. Ça permet de capitaliser aussi sur un réseau, sur du contenu que j'ai déjà créé, sur une expertise que les gens, vont voir d'un point de vue extérieur. Ça me permet du coup de lancer un nouveau podcast là qui est beaucoup plus tourné sur mon entrepreneuriat et sur les actions que je vais mettre en place ou mon aventure entrepreneuriale, qui me permet en fait en termes d'effets cumulés, moi d'avoir cette structuration de pensée qui se fait de manière, maintenant mécanique et j'arrive beaucoup plus à aller chercher au fond de moi, les enseignements que je vais tirer de la semaine plus apporter de la valeur et du contenu à d'autres personnes qui vont identifier ce que je fais comme, du contenu entrepreneurial, du contenu qui va pouvoir aider des gens et surtout qui va apporter de la valeur. Et donc tout ça, ça permet de créer de l'effet cumulé au maximum. C'est comme le sport, imaginons que vous continuez à faire plein de sports, plein de sports, plein de sports, à chaque fois vous repartez pas de zéro, vous avez déjà une base qui est bien solide. 5e enseignement les amis, 5e enseignement, soignez le 100 et dans certains cas, indispensable. Je prends une petite gorgée d'eau et je vous dis qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Parce que franchement, celui-là, ça m'arrive beaucoup et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas-là et c'est bien. Ils soignent pas le 100 mais de temps en temps, il faut le soigner et c'est hyper important. Petite gorgée d'eau, on est reparti. Du coup, qu'est-ce que je veux dire par soigner le 100 Déjà, moi, ma situation actuelle, j'ai l'impression que, je suis pas un mec du détail. Il y a des gens qui sont très bons pour ça. Je pense à mon associée, par exemple, Marie-Lou. Elle est très forte pour, peaufiner les choses, aller vraiment chercher le 100 110 des choses et moi, je suis vraiment meilleur à aller chercher le 80 et le lancer, même si c'est pas parfait et puis, on verra ce que ça donne. Ça peut avoir des avantages, c'est très bien, quand il faut aller, vite et lancer des choses, rapidement, mais ça peut avoir des désavantages dans certains cas et je pense qu'il faut bien mesurer. Il y a pas de règle absolue où il faut tout le temps être sur du 80 et juste lancer les choses et puis on verra, ou il faut être tout le temps sur du 100 et du coup on perd beaucoup de temps. Je pense qu'il faut le nuancer, il faut déterminer quelles sont les choses qui nécessitent du 80 et d'autres du 100. Et je prends l'exemple du coup de Marie-Lo et je sais qu'elle m'avait parlé des énergies masculines et féminines et je pense que c'est dû à ça, essentiellement. En tout cas, c'est des traits de caractère qui sont très spécifiques, des énergies masculines et féminines. Si je prends
les définitions de l'énergie masculine et féminine, j'ai fait mes petites recherches et j'ai regardé le yin et le yang. Globalement, c'est un peu cet, équilibre entre ces 2 énergies. Le yin signifie l'obscurité. Il représente la féminité, la sagesse, les émotions, la lune, le froid. Et à l'inverse, le yang signifie la lumière, représente l'action, la chaleur, le soleil, le mouvement, la compétition. Et donc il y a plein de qualités qui sont associées à cette énergie féminine qui est le yin. Donc c'est vraiment des énergies un être humain peut être, je dis n'importe quoi, à 60 yin ou à 40 yang ou à l'inverse et il y a pas de c'est pas les hommes sont plus, ont 100 masculin et très peu de féminin, ça peut vraiment être équilibré ou même désinversé. Donc il y a pas de vérité aussi absolue là-dessus. Je tiens à le préciser. Donc les qualités de cette énergie féminine, donc du yin, sont l'écoute, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, la compassion, la douceur, la créativité, le dévouement, le calme et la collaboration. Et les qualités de l'énergie masculine, donc le yang, sont la responsabilité, l'action, la force, la concentration, la générosité, l'abondance matérielle, l'autorité, le contrôle, la protection, l'intellect. Et du coup, suite à pourquoi je vous emmène sur le yin et le yang, c'est que, selon moi, une énergie qui est plus féminine va aller chercher le 100 de manière plus instinctive. En fait, elle va aller chercher, le perfectionnement, aller chercher quelque chose qui va être, précis et surtout aller chercher de la qualité derrière le travail. Ça veut pas dire que 80 n'est pas de la qualité, mais en tout cas, elle va aller chercher vraiment l'over deliver. Alors que selon moi, une énergie qui est plus masculine va aller chercher, plus de l'action, va vouloir lancer les choses, aller chercher, du résultat rapide et va beaucoup moins être dans cette démarche de 100 mais plus de 80. Et moi, ça m'arrive énormément, je me rends compte et dans les tâches plutôt du quotidien, typiquement le ménage, je vais pas du tout aller chercher les recoins où je vais vouloir, passer l'aspi, la poussière et cetera. En tout cas, moi, j'accorde une importance, moins en tout cas moins forte à cette chose-là et je vais beaucoup plus sur le 80 qui passe, où je me dis: «Bon, bah, voilà, j'ai fait le ménage, ça c'est fait» et je passe à autre chose. Et il y a plein de choses, en fait, dans mon enfance, je me suis rendu compte heu, où ma famille, mais en tout cas ma mère ou mes proches me disaient: «Tu fais les choses à moitié» et en fait, je fais pas les choses à moitié, mais je pense que je fais les choses à 80 et mon cerveau, il est branché comme ça, type entrepreneuriat où en fait, il faut lancer les trucs 80 et puis tu verras et je me suis rendu compte qu'il y a des limites à ça. Les limites, c'est qu'il y a certaines choses qui nécessitent un 100 et typiquement, je le vois dans le business, ce qui est en relation souvent avec les autres, en frontal, et ben ça nécessite un 100. Je prends un exemple, créer des posts LinkedIn. On peut créer des posts à 80 au début pour faire de la quantité et aller chercher un rythme et un volume, mais après, il faut aller chercher, ou même dès le début, il faut aller chercher un 100 100 là, par exemple, je sais que je prends beaucoup plus de temps à écrire mes posts LinkedIn. Avant, je prenais 20 minutes, 30 minutes et je me disais: «Faut vraiment pas que ça fasse plus». Et là, je vais chercher, de temps en temps, je vais passer 1 heure, peut-être 1 heure et demie sur certains posts parce que je sais qu'ils ont de l'importance, ils vont être lus par des gens et ils vont générer énormément d'impact pour le business. Donc j'accorde une importance qui est plus forte, mais qui me permet d'avoir aussi des résultats qui vont être meilleurs. Un post LinkedIn qui est très, très bien rédigé, bien léché et où il y a un 100 qui a été investi en termes d'efforts, bah, ça se ressent. Les gens ont beaucoup plus envie d'interagir dessus et on sent la qualité derrière. Alors qu'un post à 80 on sent qu'il a été bâclé. En tout cas, moi, ça m'arrivait d'avoir des posts vraiment bâclés avec des fautes d'orthographe et je m'en contentais alors qu'aujourd'hui, je sais que ce type d'action, il faut pas que je m'en contente. La propale, la proposition commerciale, c'est pareil. Il faut aller chercher un 100 110. C'est quelque chose qui va être lu une fois, il va falloir faire mouche pour que la personne se sente, se sente concernée par cette proposition, que ça réponde vraiment à son besoin et que ça provoque même de l'émotion vis-à-vis de cette personne. Un mail qu'on va faire à un client, hyper important, ou qu'on va communiquer à l'ensemble de sa base. On peut pas faire n'importe quoi, on est obligé d'aller chercher le 100.
du service client. Il faut over deliver. Donc là, pareil, on va pas chercher du 80, on va chercher du pareil, du 110, 120. Faire en sorte que la personne à qui on rend service se dise: «Waouh, c'est allé bien au-delà de mes attentes et de mon espérance» et donc franchement, ça provoque cet effet waouh qui en fait, je trouve que le 20 en plus dans ces situations-là peut provoquer, vraiment un impact fois 2 fois 3 par rapport à la personne qui perçoit le message ou l'information. Par contre, ça nécessite un temps qui est quasiment double que le 80 qui a été fait. Donc pour, vraiment passer du 80 à 100 c'est un effort qui est énorme, en tout cas qui nécessite beaucoup plus de temps et bah, faut en avoir conscience, mais on sait que ça a généré de l'impact. Par contre, on peut pas le faire tout le temps. Donc il y a certaines situations où il faut, par exemple, sortir un MVP, on a besoin de faire de la quantité, je sais pas, envoyer plein de messages, plus que de la qualité. On a besoin de passer à l'action, on a besoin de confronter des choses au marché, on a besoin de créer un nouveau module qu'on a envie de tester et on ne sait pas s'il va marcher. En tout cas, il faut le tester, créer des nouvelles ressources qui vont être utilisées par les utilisateurs. Bref, toutes ces choses-là, selon moi, il faut quand même les sortir à 80 parce que on n'est pas sûr que le résultat, ou en tout cas stratégiquement, ce soit des choses qui vont être pérennes dans le temps et on attend un retour d'une personne. Donc il y a un degré de certitude qui est plus faible. Et donc je pense que dans ce genre de situation, il faut aller chercher le 80 et pas le 100 et donc c'est tout un travail en amont de savoir quelles sont ces actions qui nécessitent le 80 et d'autres le 100 où on sait qu'on va passer plus de temps, mais que ça va générer plus d'impact. Donc voilà, je pense que c'est, la conclusion, très simple de ce 5e enseignement et on va passer au dernier enseignement les amis qui nous concerne vu qu'on est sur un contenu, on est sur un podcast et le dernier enseignement nous dit que le 20 doit être consacré à la création de contenu et le 80 doit être consacré à la diffusion du contenu. Et ça, je pense que c'est l'erreur d'énormément de personnes, ou en tout cas au début, on va passer 100 du temps à créer du contenu. Donc on va créer des posts, on va créer des épisodes de podcast. Donc c'est ce que là on est en train de faire. Parler, faire plein de choses pendant toutes les semaines, etc. Dédier du temps, et c'est très bien. Par contre, en termes de diffusion, on est zéro. C'est-à-dire que moi je diffuse sur toutes les plateformes. Ceux qui suivent déjà le podcast connaissent, ceux qui vont découvrir via le référencement sur Apple Podcast, sur Spotify, etc., vont découvrir le podcast ou via du référal. Mais j'ai très peu d'actions que je mets en place aujourd'hui, en tout cas, pour mettre en avant le podcast, et je le fais de manière intimiste et ça me va très bien. Aujourd'hui, c'est pas mon focus. Je veux pas le diffuser énormément à plein de monde. Par contre, il va falloir. Pourquoi je le faisais pas? Parce que j'avais besoin de je pense au début quand tu crées du contenu, tu as besoin de gagner en confiance sur la valeur que tu vas apporter dans ce contenu-là. Est-ce que tu vas le tenir dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va te faire kiffer aussi dans la durée? Est-ce que ça va être qualitatif? Est-ce que tu vas être jugé? Voilà, il y a plein de barrières. En tout cas, il y a plein de cases que tu dois cocher et te dire: «Effectivement, ce contenu-là, je vais pouvoir le faire pendant longtemps». Une fois que tu as validé ça, donc là, par exemple, on a passé cette barre-là vu qu'on est quasiment sur 3 mois, hein. Ça fait 2-3 mois qu'on est en train d'enregistrer des épisodes de podcast. Je dis «on», comme ça a été plusieurs dans ma tête, mais au final, c'est ma propre personne, mais avec vous. Donc sans vous, effectivement, ça servirait à rien que je fasse ça, également. Donc je vous en remercie, encore une fois. Mais donc tout ça, ça a été validé et pour moi, c'est bon, je suis, au clair et aligné là-dessus. J'ai trouvé mon format et maintenant il faut le diffuser. Et donc il faut que j'arrive à passer dans le mode, et donc c'est le cas dans votre cas, ça peut être la même chose si vous avez un podcast, si vous avez une newsletter, si vous avez un produit que vous avez créé et que vous avez besoin de le diffuser sur le marché, si vous avez des posts LinkedIn que vous avez l'habitude de faire, de les recycler, par exemple, et de les diffuser encore plus. Donc il faut passer dans un schéma qui est: je faisais 100 de mon temps sur la création de contenu et maintenant ce 100, il va pas se réduire, et en fait, c'est ça qui est un peu bâtard, je trouve. C'est qu'il va pas se réduire, il va rester le même. Donc par exemple, dans mon cas, on va dire que c'est 3 heures et peut-être 4 heures, on va dire 4 heures sur la création de l'épisode de podcast plus l'enregistrement. Donc ces 4 heures-là, qui représentent le 100, vont devenir
un 20 et il va falloir que je passe 80 de mon temps à le diffuser. Donc ce qui est énorme. Si on fait, fois 4, du coup 4 fois 4, 8, 16. Donc ça fait 16 heures qu'il faudrait que je passe à diffuser. Donc globalement, ça vous donne juste une perception du 20-80. Faut pas le prendre à la lettre et juste multiplier les choses bêtement, parce que concrètement, moi, je pourrais pas passer 16 heures à diffuser le contenu. Mais plutôt de se dire que, bah, effectivement, ce moment où je crée mes épisodes de podcast, il faut que j'essaie de le compresser au maximum, peut-être, effectivement de le réduire à 3 heures tout en gardant la qualité, mais que je passe du temps à le diffuser. Et donc là, le 80 à le diffuser, ça va être, bah, des posts LinkedIn pour évoquer un sujet et rediriger vers mon podcast, créer une newsletter où je vais pouvoir mettre la synthèse de chaque épisode de podcast, créer du coup un système de référal, diffuser peut-être avec des messages d'approche à d'autres entrepreneurs. Voilà, il y a plein de leviers, intervenir sur d'autres podcasts. Voilà, il y a plein de leviers pour diffuser ce podcast-là et ça va être, bah, mon travail, je pense, sur les 3 prochains mois que je vais me mettre comme objectif. Le message que je veux faire passer par là, c'est ne passez pas trop de temps, ou en tout cas tout votre temps, à seulement créer. C'est bien de créer et je pense que c'est le début, c'est pour se faire des convictions. Et ensuite, passer un peu de temps, bah, passer plus de temps à diffuser pour avoir encore plus d'impact, parce que finalement c'est ça. Au-delà de faire du travail pour vous, structurer votre pensée et créer du contenu qui est important pour vous, j'imagine qu'il y a quand même une volonté d'aider des gens, de le partager. Et donc là, passer plus de temps sur la diffusion que la création. Voilà les amis, les 6 enseignements de cette semaine. J'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas, moi j'ai passé bah, du temps, mais surtout, beaucoup de plaisir à les créer et les lister. J'espère que ça vous aidera. Je les résume pour que vous ayez une petite synthèse tel un pédagogue. C'est hyper important dans la pédagogie d'utiliser de la métaphore, d'utiliser de la répétition et d'avoir un moment de conclusion. Donc ce moment de conclusion qui resynthétise un peu tout ce qu'on a vu. Premier enseignement, dire les choses dures est toujours plus facile que ce qu'on croit. Donc ayez ces discussions-là. Vous verrez, ça va tout faciliter et c'est pas si difficile que ça. Et même, je trouve que ça crée un lien qui est encore plus fort parce qu'il y a beaucoup d'honnêteté, de sincérité dans cette action. Deuxième chose, prendre soin de ses piliers. Et le plus important, le pilier le plus important, c'est vous-même. Prenez soin de vous et gardez confiance en vous. C'est le plus important. Troisième enseignement, déterminer l'output pour avoir le bon input. Quatrième enseignement, 1% de progression chaque semaine peut créer énormément d'écart. Cinquième enseignement, soigner le 100% est dans certains cas indispensable et dans d'autres, aller chercher le 80% et ça suffira. Et finalement, passer du mode 100% en création à 20% de création à 80% de diffusion en parallèle pour avoir encore plus d'impact. Les amis, c'était Alexis. J'espère que vous avez passé un bon week-end si vous écoutez ça le week-end, une bonne semaine si vous écoutez ça dans la semaine, dans les transports, en faisant du sport, en faisant la cuisine, la vaisselle, dans votre lit, c'est aussi possible, ou en taffant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite, sûrement la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao!